Sous le soleil brûlant de Lagos, alors que la vie bouillonnait dans les rues animées de Victoria Island, personne ne remarqua la silhouette fragile assise près du portail du restaurant le plus luxueux du quartier. Pourtant, c'était impossible de la manquer. Ses pieds nus dans des sandales trouées, une robe déchirée moulant un ventre de femme enceinte prête à accoucher à tout moment et ce regard perdu, écrasé par la misère. À l'intérieur du restaurant Eden Palace, Maïcha, serveuse discrète mais travailleuse, courait de table en table, le front trempé de sueur. Elle n'avait que 22 ans, mais déjà le poids de la vie marquait ses traits. Élevée par une mère célibataire vendeuse de fruits à Enugu, chaque billet gagné est une victoire contre la pauvreté. Entre deux services, Maïcha aperçut à travers la baie vitrée cette jeune femme enceinte, immobile sous le soleil de plomb, affamée, déshydratée et ignorée comme une ombre. Quelque chose en elle se brisa. Profitant de sa courte pause, Maïcha détourna une partie de son maigre salaire pour acheter un plat de riz jollof, un morceau de poulet et une bouteille d'eau. D'un pas rapide et nerveux, elle sortit discrètement, redoutant la colère de son patron, M. Balogun, un homme connu pour sa dureté implacable. Elle s'accroupit près de la jeune fille, lui tendit la nourriture avec un sourire. « Tiens, mange. » La jeune femme leva des yeux tremblants, larmoyants. « Merci. »« Que Dieu te bénisse, » murmura-t-elle d'une voix cassée. Maïcha n'attendit pas de remerciement. Elle fila aussitôt, le cœur battant, sans se douter que ce petit geste allait bouleverser son existence à jamais. La journée s'acheva sur une note tendue. Alors que Maïcha balayait la salle, la voix grondante de M. Balogun déchira le silence. « Qui a donné à manger à cette mendiante dehors ?» Le personnel tout entier se figea, pétrifié. Son regard furieux balaya la pièce. Pour s'arrêter sur Maïcha. « Toi !» hurla-t-il. « Je t'ai vu sur les caméras. Ici, on nourrit les clients, pas les parasites. Tu es viré. » La stupeur figea tout le monde. Maïcha sentit son monde s'écrouler. D'une voix tremblante, elle osa protester. « Monsieur, c'est-elle avec mon propre argent. »« Dehors !» vociféra-t-il sans pitié. Deux vigiles la prirent par le bras. En quelques secondes, elle se retrouva sur le trottoir, son petit sac sur l'épaule, les larmes brouillant sa vue. Sous une pluie soudaine et violente qui s'abattit sur la ville, Maïcha erra dans les rues, trempée jusqu'aux os, son cœur en miettes. Elle trouva refuge sous un abri en tôle, près d'un kiosque fermé, ses maigres affaires serrées contre elle, son ventre criant de faim, sa fierté piétinée. Tout ça pour un geste de compassion, pensa-t-elle en essuyant rageusement ses larmes. Puis, un cri déchirant traversa la nuit. De l'autre côté de la rue, la jeune femme enceinte s'effondra sur le trottoir, ses mains crispées sur son ventre, la douleur peinte sur son visage. Sans réfléchir, Maïcha bondit. Elle la rejoignit, lui prit la main. « Tiens bon, s'il te plaît !» Les voitures passaient sans s'arrêter, les passants détournaient les yeux. La pluie battait leur visage. Mais Maïcha refusa de l'abandonner. Tremblante, elle souleva la jeune fille et sous la pluie battante, elles avancèrent péniblement jusqu'à une petite pharmacie encore allumée. Elle frappa désespérément à la porte. Une femme d'âge mûr, Maman Binta, leur ouvrit. Sans poser de questions, elle leur fit signe d'entrer. Le sol fut bientôt taché d'eau et de sang. Sous les mains expertes de Maman Binta, et avec Maïcha serrant sa main, la jeune femme accoucha, dans un cri de douleur mêlé à une promesse de vie. Un cri de nourrisson déchira l'air lourd. Une petite fille venait de naître. Maïcha, en larmes, regarda la jeune mère épuisée serrer contre elle le bébé encore couvert de vernix. La jeune femme balbutia, la gorge serrée. « Pourquoi? Pourquoi m'aides-tu? Tu ne me connais même pas. » Maïcha caressa doucement sa main. « Parce que je sais ce que c'est que d'être abandonnée. » Dans les yeux de la jeune maman, pour la première fois depuis longtemps, une lueur fragile s'alluma. L'espoir. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on continue l'histoire maintenant. La petite pièce improvisée de la pharmacie baignait dans une atmosphère lourde, entre fatigue et soulagement. La pluie martelait encore le toit en tôle, mais à l'intérieur, le temps semblait suspendu. Maman Binta, l'air protecteur, déposa une tasse de bouillie chaude devant Maïcha et la jeune mère qui n'avait cessé de pleurer silencieusement en regardant sa fille dormir.
Comment t'appelles-tu? Demanda Maïcha d'une voix douce, brisant enfin le silence. La jeune femme hésita, ses doigts caressant machinalement la minuscule main de son bébé. Puis, dans un souffle, Naya. Je m'appelle Naya. Son regard, chargé de douleurs anciennes, se leva vers Maïcha. Tu veux savoir comment j'ai fini comme ça? Maïcha hocha la tête doucement. Elle savait que parfois, raconter permettait de guérir. Naya inspira profondément. Je n'ai jamais su qui étaient mes vrais parents. Une femme, Madame Sola, m'a trouvée sur le bord d'une route à Ibadan quand j'avais environ 3 ans. Elle disait m'avoir sauvée, mais en vérité, elle m'a enfermée dans une vie de servitude. Sa voix se brisa. J'étais son ombre, je vendais de l'eau sous le soleil brûlant, je me faisais battre pour un oui ou pour un non. À 16 ans, elle a voulu me forcer à vendre mon corps. Quand j'ai refusé, elle m'a mise dehors. Maïcha sentit ses entrailles se tordre de colère. Pendant des mois, j'ai survécu sous les ponts, mendiant, fuyant les regards pleins de mépris. Puis, j'ai rencontré Chijioke. Il était différent. Il me parlait avec douceur. Il m'a hébergée. Je croyais enfin connaître l'amour. Elle rit amèrement. Quand je suis tombée enceinte, il m'a chassée comme un chien. Le silence retomba, pesant. Naya baissa les yeux sur son bébé, son visage inondé de larmes. Je n'avais plus rien jusqu'à toi. Maïcha se pencha et serra la main de Naya entre les siennes. Tant que je serai là, tu ne seras plus seule. Cette promesse, simple mais immense, fit vaciller Naya. Jamais personne n'avait prononcé ces mots pour elle. Les heures passèrent. Quand le ciel s'éclaircit à l'aube, maman Binta leur apporta un petit paquet, quelques billets froissés et quelques couches pour bébé. Ce n'est pas grand-chose, mes filles, mais c'est un début. Maïcha accepta avec gratitude, son cœur lourd d'émotion. Leur départ fut discret. Sous le ciel encore chargé d'humidité, Maïcha et Naya, le bébé contre elle, marchèrent jusqu'à la gare routière. Elles prirent un bus brinque-ballant jusqu'à Ojuwoye, un quartier modeste de Lagos. Leur destination, la modeste chambre que Maïcha louait, à peine plus grande qu'un placard. « Bienvenue chez toi », souffla Maïcha en poussant la porte grinçante. Le petit matelas posé à même le sol, les murs écaillés, la vieille cuisinière dans un coin, rien de luxueux. Mais aux yeux de Naya, c'était un palais. Elle serra son bébé contre elle et murmura « Je n'ai jamais eu de maison avant aujourd'hui. » Ce soir-là, sous le ronronnement du vieux ventilateur, elles dormirent toutes les trois, serrées l'une contre l'autre, dans un fragile cocon de paix. Mais si la vie semblait leur offrir un nouveau départ, les jours à venir allaient réveiller des souvenirs longtemps enfouis. Car Naya, dans ses rêves, revoyait sans cesse la même scène. Une grande maison, des rires dans un jardin et un homme appelant son nom dans un souffle d'amour. Ce n'étaient pas de simples rêves. C'étaient des fragments de son passé. Et ce passé était sur le point de ressurgir, prêt à changer leur vie à jamais. Le petit matin baignait Ojuwoye d'une lumière pâle. Dans la pièce exiguë, Maïcha étendait quelques vêtements au fil suspendu entre deux murs décrépits, pendant que Naya, assise au sol, berçait doucement sa fille. Depuis plusieurs jours, Naya semblait ailleurs. Elle passait des heures silencieuses, fixant un point invisible, perdu dans ses souvenirs déchirés. « Tu penses encore à tes rêves ?» demanda Maïcha doucement en s'asseyant près d'elle. Naya hocha la tête, les yeux embués. C'est comme si une voix m'appelait, une voix que je connaissais avant. Maïcha posa une main rassurante sur son épaule. Peut-être que ton passé essaie de te retrouver. Ce matin-là, une visite inattendue fit trembler le fil de leur existence fragile. Un coup frappait à la porte. Maïcha alla ouvrir et découvrit maman Binta, accompagnée d'une vieille femme vêtue d'un boubou usé, le visage marqué par le temps, mais les yeux encore vifs. « Voici Tanti Grace », annonça maman Binta. Elle a connu une famille très importante, qui a perdu leur petite fille il y a longtemps. À ces mots, Naya sentit son cœur rater un battement. Tanti Grace s'assit lourdement sur une chaise branlante et détailla Naya avec attention. « Montre-moi ton bras, mon enfant », demanda-t-elle d'une voix tremblante. Intriguée, Naya retroussa sa manche, révélant la petite tache de naissance en forme de croissant de lune. Tanti Grace porta une main à sa bouche, émue. « C'est elle !» murmura-t-elle. Maman Binta hocha la tête, l'air grave. La fille disparue avait cette marque. La pièce se chargea d'une émotion presque palpable. Je travaillais comme nourrice chez les Akanji.
expliqua Tanty Grace, la voix étranglée par les souvenirs. Leur fille unique, Abeni, a disparu après un accident tragique. Sa mère est morte sur le coup. Le père a sombré dans le chagrin, croyant que sa fille aussi était perdue. Un silence pesant suivit. Naya sentit ses jambes faiblir. Maïcha la soutint, les yeux brillants de larmes. Je rêve souvent d'un grand jardin, d'une balançoire et d'une femme qui chante, murmura Naya. Tanty Grace se mit à pleurer doucement. Ta mère adorait chanter dans le jardin, chaque soir. Tout s'alignait. Le puzzle que Naya portait dans son cœur depuis toujours prenait enfin forme. Mais ce n'était que le début. Maman Binta prit une décision rapide. Il est temps d'aller voir ton père, de lui rendre la fille qu'il n'a jamais cessé d'aimer. Le souffle court, Naya acquiesça. Leur monde allait basculer. D'un monde d'oubli et de misère, elles allaient franchir les portes d'un passé de lumière. Ou d'un futur encore inconnu. Sans perdre une minute, elles organisèrent une rencontre. Un message fut envoyé à l'adresse du patriarche Akanji. Et pendant que le soleil descendait lentement sur Lagos, Naya et Maïcha se préparèrent à affronter une vérité qui, une fois révélée, ne pourrait plus jamais être ignorée. Le trajet jusqu'à la villa des Akanji sembla durer une éternité. Naya, serrant son bébé contre elle, sentait son cœur cogner violemment dans sa poitrine. À côté d'elle, Maïcha gardait le silence, la main discrètement posée sur son bras, lui transmettant tout le courage qu'elle pouvait. Quand enfin le taxi s'arrêta devant l'immense portail noir orné du blason familial, Naya crut qu'elle allait s'évanouir. Maman Binta descendit la première, suivie de Tanty Grace, puis des deux jeunes femmes. Le portail s'ouvrit dans un grincement solennel. Un homme les attendait déjà sur le perron, grand, droit malgré les années, le regard profondément triste, comme s'il avait oublié ce que sourire voulait dire. C'était le patriarche, Monsieur Samuel Akanji. Son regard, quand il croisa celui de Naya, vacilla. Il avança lentement, comme dans un rêve. « Abeni » souffla-t-il, sa voix cassée par l'émotion. Naya ne bougea pas. Elle avait si souvent imaginé ce moment, mais maintenant qu'il était là, elle était pétrifiée. Monsieur Akanji s'approcha d'elle, les mains tremblantes. « Montre-moi ton bras » dit-il doucement. La gorge nouée, Naya remonta lentement sa manche, dévoilant la petite tache de naissance en forme de croissant de lune. Le vieil homme chancela. Des larmes jaillirent de ses yeux fatigués. Il tomba à genoux devant elle, incapable de retenir ses sanglots. « C'est toi. C'est vraiment toi, mon enfant, mon bébé. » Naya sentit ses jambes fléchir sous l'impact de ces mots. Tout son être criait, hurlait, aspirait à cet amour qu'elle n'avait jamais connu. Elle lâcha son sac et son bébé dans les bras de Maïcha et se précipita dans les bras ouverts de son père. Ils s'agrippèrent l'un à l'autre comme des naufragés, retrouvant enfin la terre ferme. Les sanglots étouffés, les tremblements, les prières murmurées. Il n'y avait plus besoin de preuves, plus besoin d'explications. Le sang parlait. La vérité, éclatante, irréfutable, se tenait là, entre eux. Autour, les domestiques s'étaient arrêtés, regardant la scène avec des yeux embués. Même le ciel semblait retenir son souffle. Après de longues minutes, Samuel Akanji se releva lentement, essuyant son visage d'une main tremblante. Son regard se posa ensuite sur le petit bébé dans les bras de Maïcha. Il s'approcha, doucement, avec une infinie tendresse. « Et toi, mon trésor, tu es ma petite fille, » murmura-t-il en effleurant la joue de l'enfant du bout des doigts. La petite, dans un réflexe pur, agrippa son doigt. Samuel éclata en sanglots à nouveau, cette fois des larmes de joie pure. Naya, la gorge serrée, balbutia. Elle s'appelle Ayomide, parce qu'après tant de douleurs, elle a apporté la joie. Le vieil homme hocha la tête, incapable de parler. Dans l'air saturé d'émotion, un nouveau chapitre s'ouvrait, un chapitre qu'aucun d'entre eux n'aurait osé rêver. Ce jour-là, sous le grand ciel de Lagos, une famille éclatée par le destin retrouvait enfin ses racines. Mais ce bonheur retrouvé allait aussi réveiller d'anciennes douleurs, des vérités enterrées et des ennemis invisibles. Car autour d'eux, certains regardaient cette renaissance d'un œil sombre. Et tout le monde n'allait pas se réjouir du retour d'Abeni. Les jours suivants furent comme un rêve éveillé pour Naya. Monsieur Akanji, débordant d'une tendresse maladroite, comblait sa fille et sa petite-fille de cadeaux, de soins, d'attention. La grande maison, autrefois froide et silencieuse, vibrait à nouveau de vie. Pour Naya, chaque recoin semblait étrangement familier,
les couloirs, le jardin avec la balançoire rouillée. Elle retrouvait des bribes de son enfance, éclats de souvenirs dispersés par les années d'errance. Mais derrière les sourires chaleureux de certains visages se cachaient des regards lourds de ressentiment. Dans l'ombre, une femme les observait. Adélaïde, la demi-sœur de Naya, née quelques années après sa disparition, élevée dans l'opulence et la certitude qu'elle hériterait un jour de tout l'empire Akanji. Pour Adélaïde, le retour soudain de cette sœur fantôme était une menace. Tout ce qui lui avait été promis glissait entre ses doigts. Assise dans le salon, dissimulée derrière un rideau de perles, elle écoutait les conversations, les rires, les promesses d'un avenir où elle n'avait plus la première place. Ses ongles plantés dans le velours de l'accoudoir, elle jurait intérieurement « Elle ne prendra pas ce qui est à moi. Jamais. » Pendant ce temps, Naya, loin de se douter du venin qui se distillait dans l'air, savourait chaque instant passé avec son père. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble dans la grande salle illuminée par les chandeliers, Monsieur Akanji posa doucement sa main sur celle de Naya. « Demain, je vais organiser une conférence de presse. Je veux que tout le Nigeria sache que ma fille est vivante. Que tu es de retour chez toi. » Naya, saisie entre la joie et la peur, murmura « Et si les gens ne me croient pas ?» Son père sourit doucement. « Mon amour, tu n'as rien à prouver. Le sang parle pour nous. » Il lui promettait un nouveau départ, une reconnaissance officielle, une vie digne. Mais à cet instant précis, dissimulée dans un coin de la pièce, Adélaïde resserrait son plan. Elle ne permettrait pas que cette bâtarde revenue de nulle part vienne ruiner ses ambitions. Et déjà, dans l'ombre, elle s'apprêtait à déclencher une tempête qui allait tout remettre en question. Le lendemain matin, la villa Akanji bourdonnait d'activité. Des ouvriers installaient des tentes blanches dans le jardin, des traiteurs s'affairaient, des journalistes arrivaient par grappes, leurs caméras prêtes à capter l'annonce historique. Le retour miraculeux de la fille perdue de Samuel Akanji. Naya, habillée d'une robe simple mais élégante choisie par son père, serrait nerveusement les doigts de Maïcha dans les coulisses improvisées de la cérémonie. « Tu es magnifique », murmura Maïcha en lui caressant la main pour la rassurer. Naya esquissa un sourire tremblant, son cœur battant la chamade. Dehors, Monsieur Akanji s'adressait déjà aux invités et à la presse, sa voix forte emplie d'émotion. « Il y a 17 ans, j'ai perdu ma fille unique. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle est revenue vers moi. » Un tonnerre d'applaudissements éclata. Le maître de cérémonie appela Naya à s'avancer. Le souffle court, elle franchit lentement la scène dressée sous la grande tente. Les flashs crépitèrent. Les regards fixés sur elle étaient autant de poids sur ses épaules. Mais alors qu'elle montait, un cri s'éleva du fond de la foule. « Ce n'est pas Abeni Akanji! C'est une imposture. » Un silence de mort tomba. Toutes les têtes se tournèrent. Adélaïde venait d'émerger du fond du jardin, vêtue d'une robe écarlate, l'air impérial. Son regard brûlait de haine. « Où sont les preuves ?» hurla-t-elle en s'avançant. « Des mots ne suffisent pas. Où est le test ADN? Où sont les documents? N'importe qui peut inventer une histoire pour voler notre héritage. » La foule, désorientée, se mit à murmurer. Les journalistes se jetèrent sur l'occasion, filmant chaque seconde du chaos naissant. Naya resta figée, incapable de bouger. La douleur de l'accusation injuste, le poison de l'humiliation, lui brûla la poitrine. Monsieur Akanji tenta d'intervenir, le visage rouge de colère. « C'est ma fille! Je reconnaîtrai mon enfant parmi des millions. » Mais Adélaïde, habile manipulatrice, semait déjà le doute. « Alors prouve-le !» lança-t-elle froidement. Naya sentit son monde vaciller. Toutes ses peurs enfouies, tous ses cauchemars remontaient d'un coup. Elle avait tant lutté pour arriver jusqu'ici. Était-elle en train de tout perdre sous les regards accusateurs de parfaits inconnus? Maïcha la rejoignit en courant et saisit sa main avec force. « Tiens bon, Naya !» souffla-t-elle dans un murmure féroce. « Ce n'est pas eux qui définiront qui tu es. » Dans les yeux de Naya, une étincelle s'alluma. Une étincelle de rage, de dignité, de vérité. Elle n'allait pas fuir. Pas cette fois. Si elle devait prouver au monde entier qui elle était, alors elle le ferait. Et elle le ferait avec honneur. Le silence, tendu comme une corde prête à rompre, régnait sous la grande tente. Naya se redressa, son regard désormais fixé, brûlant d'une détermination nouvelle.
Elle fit un pas en avant, sa voix claire, portée par l'émotion brute. D'accord. Faisons un test ADN, ici, maintenant. Je n'ai rien à cacher. Un murmure de surprise traversa l'assistance. Même Monsieur Akanji sembla déstabilisé, partagé entre admiration et douleur de voir sa fille devoir se battre pour prouver ce qui, pour lui, était une évidence. Adélaïde sourit froidement, sûre d'elle, pensant avoir gagné. Un médecin de confiance, appelé en urgence par Samuel Akanji lui-même, arriva rapidement. Sous les caméras, devant tout le monde, des échantillons furent prélevés sur Naya et son père. Le verdict serait disponible dans quelques heures. La cérémonie fut ajournée. Les invités partirent, hésitants, murmurant entre eux. Les journalistes, eux, restèrent embusqués, flairant un scandale potentiel. Dans le grand salon silencieux, Naya s'effondra sur le canapé, son bébé dormant paisiblement contre son cœur. Maïcha s'agenouilla devant elle, serrant ses mains dans les siennes. « Peu importe ce qui se passe, tu n'es pas seule », murmura-t-elle avec une intensité féroce. Naya hocha la tête, des larmes roulant silencieusement sur ses joues. Monsieur Akanji, debout devant la baie vitrée, regardait l'horizon, les poings crispés. Sa fille retrouvée était une bénédiction, mais voir la haine de sa propre famille déchirer ce bonheur lui transperçait l'âme. Plus tard dans l'après-midi, un messager arriva enfin, porteur d'une enveloppe scellée. Le docteur, en présence de tout le monde, ouvrit le document d'un geste lent. Chaque seconde semblait peser une éternité. Puis, sa voix, grave mais vibrante d'émotion, résonna. Test de paternité entre M. Samuel Akanji et Mademoiselle Naya. Un battement de cœur suspendu. Résultat, correspondance positive à 89,89%. Le document glissa de ses mains. L'information explosa dans la pièce comme une détonation silencieuse. Elle était bien la fille de Samuel Akanji. Elle était bien Abeni, sans contestation possible. Maïcha étouffa un cri de joie. Monsieur Akanji tituba en arrière, les yeux noyés de larmes, avant de se précipiter vers sa fille pour la prendre dans ses bras avec une force désespérée. « mon enfant, mon Abeni » sanglotait-il. Autour d'eux, le personnel de maison applaudit spontanément, l'émotion débordant de partout. Tout semblait s'être figé dans une bulle de bonheur éclatant. Mais dans l'ombre, appuyée contre une colonne, Adélaïde observait la scène, ses yeux noirs de haine. Son plan avait échoué, mais elle n'avait pas dit son dernier mot. Si elle ne pouvait pas empêcher le retour d'Abeni par le doute, elle le ferait autrement, par la trahison, par la destruction. La villa Akanji vibrait encore de joie après la confirmation écrasante. Naya, ou plutôt Abeni, désormais reconnue officiellement, avait retrouvé sa place. Son père parlait déjà de réorganiser son testament, de la réintroduire dans toutes les affaires familiales, de l'installer dans une maison digne d'elle. À ses côtés, Maïcha, fidèle comme une ombre bienveillante, veillait sur elle et sur la petite Ayomide, avec un amour silencieux. Mais toutes ces réjouissances masquaient un orage qui grondait en silence. Adélaïde, recluse dans sa chambre, ourdissait sa vengeance. Elle savait qu'en attaquant Abeni de front, elle n'aurait aucune chance. Alors, elle décida de frapper là où cela ferait le plus mal. Elle engagea un détective privé. Son but? Fouiller dans le passé d'Abeni. Trouver la moindre tâche, la moindre erreur, la moindre faille capable de la salir et de la détruire aux yeux du monde. Quelques jours plus tard, le détective revint avec un maigre dossier. Adélaïde l'ouvrit, ses doigts tremblants d'excitation. Elle tomba sur des photos. Abeni enceinte, mendiant sous les ponts, dormant sur les trottoirs de Lagos, le ventre gonflé de détresse. Et au milieu du dossier, une perle venimeuse. Un vieil article de journal parlant de vagabondes arrêtées pour troubles à l'ordre public. Abeni figurait sur une des photos. Même si elle n'avait jamais rien volé, jamais fait de mal, son image suffirait. Aux yeux d'une société hypocrite, une ancienne mendiant n'était pas digne d'hériter d'un empire. Adélaïde sourit lentement. Elle venait de trouver son arme. Elle appellerait la presse. Elle étalerait cette histoire devant tout le pays. Elle ferait d'Abeni une honte publique. Peu importait que ce soit injuste. Peu importait que ce soit cruel. Seule la victoire comptait. Et cette fois, elle comptait bien ne pas échouer. Pendant ce temps, Abeni, dans l'innocence d'un bonheur retrouvé, riait doucement en berçant sa fille sous le grand baobab du jardin. Elle ignorait que dans l'ombre, sa propre sœur tendait déjà la corde destinée à l'étrangler publiquement. La tempête approchait. Et cette fois,
elle serait implacable. Le lendemain matin, le ciel semblait étrangement lourd au-dessus de la villa Akanji. Abeni, insouciante encore de la tempête qui approchait, s'apprêtait à sortir avec Maïcha pour acheter quelques vêtements pour Ayomide. Mais avant même qu'elle puisse franchir le portail, elles furent arrêtées par une cohorte de journalistes en furie. Des flashs éclatèrent. Des micros furent tendus brutalement devant elles. « Abeni Akanji, qu'avez-vous à dire sur votre passé de mendiant? Est-il vrai que vous avez été arrêté pour vagabondage à Lagos? Êtes-vous vraiment digne d'hériter du patrimoine Akanji? » La bouche sèche, le cœur battant à tout rompre, Abeni recula d'un pas, abasourdie par l'agressivité soudaine. Derrière elle, Maïcha serra Ayomide contre elle, les bras protecteurs. « Mais, qu'est-ce que c'est que ça? » balbutia Abeni, perdu. Les journalistes n'avaient aucune pitié. Ils brandissaient des photos sales, des gros titres humiliants, des images la ramenant brutalement aux jours sombres où elle dormait dans les rues, enceinte, invisible aux yeux du monde, tout son passé, toute sa douleur, exposée au grand jour, déformée, utilisée contre elle. Au balcon de la villa, Samuel Akanji apparut, livide. Il comprit immédiatement. Quelqu'un de très proche avait orchestré cette attaque. Son regard se durcit, sombre et implacable. Il descendit précipitamment, se frayant un chemin dans la foule et attrapa doucement la main de sa fille. « Rentrez !» ordonna-t-il d'une voix grave à Maïcha et Abeni. Dans le grand salon, tandis que les volets claquaient sous le vent naissant, Abeni s'effondra sur le canapé, brisé. « Papa, je te jure que je n'ai jamais fait de mal. Je voulais juste survivre. » Samuel Akanji s'agenouilla devant elle. Il lui prit le visage entre ses mains calleuses, marquées par les années de lutte. « Tu n'as rien à te reprocher, ma fille. Rien. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu as traversé. » Mais dans son regard sombre, Abeni vit ce qu'il ne disait pas à voix haute. Le scandale était lancé. Et il risquait d'emporter tout ce qu'il venait à peine de reconstruire. Dans un coin de la pièce, dissimulé derrière un rideau de perles, Adélaïde observait, un sourire froid au coin des lèvres. Le premier coup avait porté, mais ce n'était que le début. Ce qu'elle préparait ensuite allait frapper bien plus fort. Et cette fois, elle comptait anéantir totalement Abeni. La villa Akanji semblait assiégée. Depuis le scandale, les télévisions locales diffusaient en boucle les images d'Abeni. Ses jours de misère, ses vêtements sales, son visage marqué par la souffrance. Les invités et les partenaires commerciaux d'autrefois, pourtant pleins d'éloges quelques jours avant, commençaient à se retirer, silencieux, lâches. Samuel Akanji, droit comme un roc auprès de sa fille, refusait de céder. Mais Abeni sentait la tension ronger les fondations de cette famille, à peine reconstruite. Dans l'ombre, Adélaïde affûtait son dernier coup. Elle fit courir la rumeur la plus abjecte. Abeni n'était pas seulement une ancienne mendiant. Elle avait, selon elle, vécu avec des criminels, eu des fréquentations douteuses et mis en danger la réputation de la famille Akanji. Le coup de grâce arriva un soir. Un faux témoin, payé par Adélaïde, surgit sur un plateau télé très regardé, affirmant avoir vu Abeni impliqué dans des affaires louches à Lagos. La rumeur fit l'effet d'une traînée de poudre. Les investisseurs de Samuel Akanji commencèrent à appeler. Les journaux titraient déjà « Le retour honteux d'Abeni Akanji, héroïne ou imposture ». Et pour la première fois, Samuel Akanji sembla vaciller, pas dans son amour pour sa fille, mais sous le poids d'un empire qu'il sentait glisser entre ses doigts. Ce soir-là, dans le grand salon vidé de ses éclats de rire, Abeni se tenait debout, le visage tourné vers son père. « Papa, murmura-t-elle, je ne veux pas être la cause de ta chute. Si je dois partir pour te protéger, je le ferai. » Son cœur saignait à chaque mot. Samuel Akanji leva les yeux vers elle, brisé par la tristesse, mais brûlant d'un amour inconditionnel. « Tu es ma fille, mon sang, mon héritière. Ils peuvent me prendre ma fortune, ma réputation, tout ce qu'ils veulent, mais jamais toi. » À l'écart, Maïcha, les larmes aux yeux, regardait la scène, son bébé serré contre elle. Ce qu'ils vivaient était au-delà du scandale. C'était une guerre de lumière contre l'ombre, et Abeni comprit. Elle ne devait pas fuir. Pas cette fois. Si Adélaïde utilisait la calomnie, elle utiliserait la vérité. Pas pour sauver son héritage, mais pour sauver son nom, et pour honorer toutes les blessures qu'elle avait traversées. Cette nuit-là, sous les étoiles étouffées par les nuages, Abeni prit une décision. Elle se lèverait.
Elle parlerait, et elle révélerait toute la vérité au grand jour, même si cela signifiait se mettre à nu devant tout le pays. Le matin suivant, la villa Akanji s'éveilla sous un air de défi. Abeni, vêtue d'une robe simple d'un blanc éclatant, symbole de pureté et de renouveau, se tenait droite sur la terrasse principale face aux dizaines de caméras déjà installées. Les médias avaient répondu en masse à son appel. Certains flairaient un dernier scandale. D'autres, plus rares, espéraient peut-être assister à une renaissance. Dans l'ombre, Samuel Akanji, fier et silencieux, observait sa fille. Maïcha, tenant Ayomide dans ses bras, priait intérieurement que le monde entende enfin la vérité. Abeni avança lentement vers le pupitre improvisé. Ses mains tremblaient, mais sa voix, quand elle s'éleva, fut claire, vibrante, incassable. « Mon nom est Abeni Akanji. Je suis né ici, dans cette maison, mais le destin m'a arraché à ma famille avant que j'aie le temps de comprendre ce qu'était l'amour. » Les journalistes, d'abord bruyants, se turent, fascinés par la force tranquille qui émanait d'elle. Abeni poursuivit, ses yeux fixés sur l'objectif, s'adressant non seulement aux caméras, mais à tous ceux qui, derrière leurs écrans, avaient jugé sans savoir. « J'ai grandi dans la rue, sans protection, sans tendresse. J'ai connu la faim, le froid, l'humiliation. Oui, j'ai mendié. Oui, j'ai dormi sous les ponts. Pas par choix, mais parce que parfois, survivre est un acte de courage. » Sa voix monta, portée par une émotion brute, nue, qui transperça chaque cœur présent. La vraie honte ne réside pas dans la pauvreté ou l'errance, elle réside dans l'indifférence, dans le regard de ceux qui voient souffrir et détournent les yeux. Dans la foule, plusieurs journalistes essuyèrent discrètement une larme. Abeni s'arrêta un instant, respirant profondément. Puis, doucement, elle désigna Ayomide, bercée dans les bras de Maïcha. « Aujourd'hui, je ne suis plus seulement une fille retrouvée. Je suis une mère. Et je me bats non seulement pour mon nom, mais pour l'avenir de ma fille, pour qu'elle grandisse dans un monde où le passé ne sera pas une condamnation. » Une vague d'émotion parcourut la foule. Abeni conclut, la voix brisée par la sincérité. « J'ai survécu à l'oubli. Je survivrai à la calomnie et je marcherai la tête haute, parce que je sais qui je suis. » Elle s'inclina légèrement, digne, humble, majestueuse. Un silence absolu régna pendant quelques secondes. Puis un frémissement, un premier applaudissement, puis un autre, et encore un. Bientôt, la terrasse résonna d'applaudissements sincères, d'une émotion brute que même les journalistes les plus sceptiques ne pouvaient contenir. Dans l'ombre, Adélaïde, figée, observa son plan s'effondrer sous ses yeux. Elle avait voulu salir Abeni. Elle l'avait rendu invincible. Les jours qui suivirent furent comme une renaissance. Partout dans Lagos, les gens parlaient d'elle, la fille retrouvée, la survivante, le cœur courageux. Les images de son discours, ses paroles vibrantes de vérité, avaient fait le tour du pays. Et pour la première fois depuis longtemps, Abeni sentit le regard des autres changer. Non plus un regard de jugement, mais un regard de respect. Samuel Akanji convoqua immédiatement ses avocats. Il réécrivit son testament sous les yeux de tous. Abeni devenait l'unique héritière de ses entreprises, de ses biens, de son nom. Et pour officialiser son retour au sein du cercle familial et public, il organisa une grande cérémonie privée réunissant amis, partenaires et figures importantes de la société. Ce soir-là, sous les guirlandes lumineuses suspendues dans le jardin de la villa, Abeni fit son entrée, tenant Ayomide dans ses bras, vêtue d'une robe ivoire éclatante. Les invités se levèrent d'un seul mouvement, l'accueillant par une ovation chaleureuse. Au bras de son père, elle avança lentement, chaque pas marquant la fin d'une errance longue de 17 années. Maïcha, habillée avec élégance pour l'occasion, la suivait, le visage baigné d'une émotion pure. La musique s'éleva doucement. Samuel Akanji, micro en main, déclara d'une voix chargée de fierté. « Ce soir, je ne célèbre pas seulement le retour de ma fille. Je célèbre une guerrière, une survivante, une reine. » Il se tourna vers Abeni, les yeux brillants. « Ma fille, ce que la vie a tenté de t'arracher, tu l'as reconquis par ta force, ton courage et ton amour. À partir d'aujourd'hui, ce nom, Akanji, t'appartient de plein droit, et il brillera à travers toi. » Abeni sentit son cœur exploser d'émotion. Elle ferma un instant les yeux, laissant les larmes couler librement. Toutes ces années de douleur, de solitude, de faim, de rejet, elle n'avait pas été vaine. Elle l'avait forgée, elle l'avait préparée.
Et ce soir-là, sous les étoiles de Lagos, Abeni comprit enfin une vérité profonde. Elle n'était pas une victime. Elle était une victoire. Dans un coin discret du jardin, Adélaïde observait encore, le visage fermé, rongé par sa propre haine. Elle avait perdu. Pas seulement l'héritage, pas seulement l'empire Akanji. Elle avait perdu contre quelque chose qu'elle n'avait jamais possédé, la pureté d'une âme invincible. Et désormais, rien, ni les rumeurs, ni son complot, ni même les blessures du passé, ne pourraient arrêter Abeni. Elle avait retrouvé sa famille, elle avait gagné sa dignité. Et surtout, elle avait retrouvé elle-même. Les mois passèrent. Sous le ciel changeant de Lagos, la vie reprit ses droits, non plus comme un poids, mais comme une promesse. Abeni, désormais reconnue officiellement comme la seule héritière Akanji, avait fait un choix qui surprit beaucoup. Elle refusa les fastes excessifs, préférant investir dans des projets pour aider les enfants des rues, ceux qui, comme elle, avaient été oubliés. Elle créa la fondation Ayomide, dédiée aux mères sans-abri et aux orphelins. À ses côtés, fidèle comme toujours, Maïcha devint sa partenaire, sa sœur de cœur. Grâce à Abeni, elle put reprendre ses études en gestion, tandis qu'elle gérait les affaires sociales de la fondation avec un dévouement sans faille. Samuel Akanji, rajeuni par la joie retrouvée, devint le plus fier des grands-pères. Chaque soir, il chantait pour Ayomide comme il l'avait autrefois fait pour sa propre fille, bien avant que la vie ne les sépare. Dans leur nouveau foyer, simple mais empli d'amour, Abeni, Maïcha, Ayomide et Samuel formaient une famille choisie, reconstruite par l'épreuve, soudée par la grâce. Un matin, alors qu'elle contemplait le lever du soleil depuis la terrasse, Abeni sentit une paix profonde l'envahir. Elle avait été abandonnée. Elle avait souffert. Elle avait chuté. Mais elle s'était relevée, plus forte, plus libre, et surtout, plus vivante que jamais. Parce qu'elle avait compris une vérité que personne ne pourrait jamais lui enlever. Ce n'est pas d'où tu viens qui définit qui tu es, c'est ce que tu décides de devenir. Si cette histoire a touché ton cœur, si elle t'a rappelé que l'espoir renaît même des cendres les plus sombres, alors n'attends pas, abonne-toi maintenant, active la cloche, laisse un like pour soutenir ces récits vrais, puissants et inspirants. Ton soutien est essentiel pour que ces histoires continuent à illuminer ceux qui en ont besoin. Merci de faire partie de cette aventure. Ensemble, nous continuons à écrire l'espoir.